Bienvenue sur cet épisode de Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va parler du premier match de Ligue des Champions après 6 ans. Enfin, fini les matchs le jeudi, on a les matchs mardi et mercredi. C'est à ce moment qu'il faut pouvoir les réserver. Là, on sera une équipe quasiment d'Avengers. Donc, on sera quatre. Allez, bon épisode. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Salut les gars, comment allez-vous? Richard Méchad, ça va? Ça Impec. va et toi? Ça va? Et Quelle puis, on a un soirée? invité. Bah bien sûr. Alors, on a un invité spécial aujourd'hui, Mathieu. Oui, Comment vas-tu? salut les gars, ça va super. Merci pour l'invitation. Alors, ben, Super bien. franchement, c'est un vrai plaisir. Alors, au cas où, bon, c'est un podcast, donc ça sera que de l'audio. Mais les gars, je vous dis, Mathieu, là, franchement, il joue sous le bas de mon ventre. Parce que là, la vue qu'il a, il est en train de nous montrer. Il est à l'intérieur du stade. Donc là, c'est franchement le top. C'est-à-dire que nous, on a regardé ben, à la télé comme tout le monde. Et toi, tu as pu voir le match sur place parce que ben, présente-toi rapidement pour qu'on sache qui tu es. C'est ça. Ouais, du coup, je suis Mathieu Faury. Je suis correspondant pour Canal+, et pour la Première Ligue depuis 2 ans. Avant, j'étais à RMC. Maintenant, je suis à Canal+ depuis la saison dernière. Et du coup, là, ce soir, on couvrait le match avec mon collègue Sébastien Zani, que vous connaissez peut-être. Du coup, j'étais là-bas. Pour expliquer, j'étais dans le coin. D'abord, côté là-bas, filmer Saka dans son couloir droit, et ensuite, elle filmer ici en deuxième période. Et ensuite, Kai Havertz quand Saka est sorti. Et du coup, ouais, on était en direct de l'Emirates. On est toujours en direct de l'Emirates. Le stade Ok. s'est complètement vidé. Là, on est dans l'espace presse. Il y a encore quelques personnes qui écrivent des articles. Mais il a plus Havertz toute la soirée. Donc voilà, Ok. complètement trempé. On Non, est content mais, d'être non, là. mais, non, mais super cool. On va commencer par cette compo qui a surpris pas mal de personnes. Déjà par le gardien, on ne s'attendait pas à ce que euh, ça soit David Raya qui joue. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Mathieu? Déjà sur ça? David Raya, je pense que c'est un très très bon gardien de première ligue. On s'attendait à ce qu'il parte. Moi, je pensais plutôt qu'il irait vers Tottenham. Et après, le choix de mettre deux gardiens en concurrence, parce qu'apparemment, c'est le cas, je trouve que c'est négatif. Personnellement, moi, j'étais gardien. Je pense qu'un gardien avec un poste d'avant-centre, c'est là où la confiance elle joue le plus. Et si on te met dans une position de doublure ou alors de concurrence, alors que tu étais titulaire en force pendant 2 ans, je pense que tu peux que tomber dans une période de doute. On verra si Ramsdale, il va réussir à s'en sortir, mais là, que Arteta, il lui met un autre gardien du même niveau que lui pour pousser en tant que titulaire en Première Ligue et en Ligue des Champions, je pense que ça peut mettre que Ramsdale dans le doute, alors que Arsenal avait un bon gardien de niveau international, anglais, potentiellement titulaire bientôt avec les Lions. Donc je pense qu'il met Ramsdale dans le doute alors qu'il n'y avait pas besoin. Je sais pas s'il y a une histoire derrière qui fait qu'Arteta voulait mettre un autre gardien, mais là, Raya, il m'a donné une belle impression de sérénité, tu vois, sur cette piste de balle, tu vois qu'il fait pas d'erreur, tu lui as l'impression qu'il est là depuis un moment déjà. C'est un gardien fiable, donc je pense que il va être sur la pente ascendante avec Arsenal. J'ai peur pour lui qu'il tombe un peu dans le doute. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Je pense que tu connais Najim Medini. Najim Medini était sur le podcast dernièrement et on parlait de cette situation. Ni lui ni moi n'étaient d'accord sur le fait que David Raya vienne à Arsenal. Ça sert à rien. Il est trop fort pour être numéro 2. Donc, on savait que de toutes les manières, au bout d'un moment, ça aurait sans doute posé problème et que ben, on a deux numéros un bis. Ça n'a jamais fonctionné, je le dis, je le répète, ça n'a jamais fonctionné dans aucun club, le fait d'avoir deux gardiens numéro un. Donc Arteta s'est lancé dans ça, à savoir pourquoi, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il a une vraie impression de fiabilité et ce qui est super intéressant chez lui, c'est son jeu au pied qui est excellent. Contre Everton, c'était hyper intéressant parce que l'équipe jouait en bloc bas, donc il pouvait rapidement monter le ballon et jouer haut. Donc ça faisait vraiment 11 joueurs sur le terrain, donc c'était super intéressant. Et aujourd'hui, on a vu que bon, ben, dans les combinaisons et pour relancer vite, ben, qu'il est aussi ben, hyper à l'aise avec ses pieds. Donc voilà. Richard Méchad, qu'est-ce que vous avez pensé de cette surprise de voir David Raya? Richard, tu veux commencer? Si tu veux. Vas-y. Moi, surpris, après, je dirais oui et non, parce que c'est notre premier match de Ligue des Champions, mais
Il nous a fait un bon match contre Everton. Son jeu au pied, t'en as parlé. Je pense que sur le match, ça s'est vu. On n'a pas à lui reprocher grand-chose. Il n'a pas été en difficulté. Il a fait ce qu'il fallait au moment venu. Donc, euh, donc c'est une très bonne prestation. Après, on connaît son talent, on l'a déjà vu jouer plusieurs matchs, donc on sait qu'il peut faire de la concurrence à Ramsdale. Moi, même si j'aime bien Ramsdale, j'aime bien avoir de la concurrence, donc je le trouve très intéressant à voir par la suite. Je pense que le numéro un sera titulaire dimanche. Ouais, Et moi, ça, je suis totalement d'accord avec toi. pardon. J'ai hâte de voir Et la moi, conclusion. ouais, hyper surpris. Je trouve qu'il mérite pas le sort qui lui est réservé, la Ramsdale, depuis 2 matchs. Je pense qu'il paye son erreur contre Crystal Palace, je crois, où il fait sa paire de balles qui amène le but Voilà. derrière, si je dis pas de bêtises. Je comprends pas trop la logique. Et ce qui est agaçant, c'est le deux poids deux mesures, quoi. C'est pourquoi est-ce que tu es si sévère avec Ramsdale et pas avec d'autres, dont on ne citera pas le nom, évidemment, mais c'est ça qui est un peu problématique dans la gestion des gardiens. Je pense pas que Ramsdale méritait des titulaires au vu de tout ce qu'il a apporté depuis qu'il est au club, et je trouve que c'est pas très sympa, on va dire, pour pas dire d'autres mots. C'est pas très, enfin, d'un point de vue management, c'est difficile à comprendre, voilà, pour Ouais, ma part. un peu comme d'habitude. Avant de rentrer dans le débrief réellement, c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'inviter, Mathieu. C'était quoi l'ambiance ce soir? Sur place, dehors, etc. Comment ça se passe, ce retour de Ligue des Champions pour les fans? Au-delà des joueurs, on a compris qu'ils étaient surexcités. Gabriel Jesus a expliqué que même dans le gymnase du club, ils mettaient la chanson aux gens pour s'entraîner tellement les mecs, ils avaient hâte. Euh, comment toi t'as perçu ça? Bah, excellente ambiance toute la journée autour du stade. Donc ça, c'est la partie qui va pas vous plaire, mais on a fait du tournage de vidéo à Tottenham dans la journée avant de venir. Et quand on est arrivé à Arsenal, quelques heures avant le coup d'envoi, il pleuvait déjà à verse comme ça pendant l'après-midi. On avait interviewé quelques supporters au Tollington Arms, qui est près du stade. L'ambiance était excellente, les gens s'en fichaient de la pluie. C'était le premier match que je faisais à l'Emirates cette saison. L'ambiance a été vraiment top. Ça chantait pas énormément par rapport à d'autres matchs. Je pense que les gens étaient beaucoup dans l'attente du retour de la Ligue des Champions. Mais il y a eu l'hymne de la Ligue des Champions une première fois pour faire le test avec le drapeau 1 heure avant le coup d'envoi. Les fans étaient déjà en train de chanter. Ensuite, ils ont fait, il y avait le hymne de la Ligue des Champions à la mi-temps, tout ça. Les gens reprenaient l'hymne à chaque fois. Et il y avait énormément de gens des pays étrangers. Et après, Arsenal, vous savez, c'est un club supporté à travers le monde. Mais on a interviewé des supporters qui venaient de Malte exprès. Il y avait des supporters sud-coréens. Il y avait des supporters d'un petit peu partout. Et c'était extrêmement joyeux parce que, bah, comme vous le savez, c'était la première fois qu'il y avait ce stade, il y avait la Ligue des Champions dans ce stade depuis des années. Ouais, Donc, depuis 6 ans. globalement, Depuis l'ambiance, 6 ans. ouais, Et notamment, le seul joueur qui a connu la Ligue des Champions avec Arsenal, c'est El Neni. Donc, imagine. Tu vois, si tu retires Zinchenko et, non, mais c'est la vérité. Si tu retires Zinchenko et Ouais. Jesus, ouais. Trossard, Saka, Rice et Odegaard, bon, Havertz aussi, tu le retires. Mais Gabriel, Saliba, White, tout ça, c'est des gars qui ne jouaient pas la Ligue des Champions, quoi. Ouais. Donc, Mais, c'est super intéressant. mais surtout, pour résumer cette ambiance, tu vois, ça faisait une ambiance très joyeuse, très détendue. Parce que j'étais à Newcastle le week-end dernier. Newcastle, ils ont commencé avec des champions hier. Finalement, ça s'est bien passé pour eux. Mais leur dernier match à domicile le week-end dernier contre Brentford, ça avait très tendu l'ambiance, tu vois. Ça avait très stressé, très, tu vois, ils ont un peu comme s'ils avaient du mal à vivre la transition parce que dans le championnat, ils doutaient un peu. Et du coup, l'ambiance au stade, elle est très nerveuse, les fans y râlaient beaucoup. Alors qu'ici, c'est vraiment hyper joyeux, tu vois. On retourne en Ligue des Champions, on a confiance, on sait que ça va bien se passer. On le fait de pas jouer un cadre dès le début, ça détend peut-être un petit peu l'atmosphère. Mais ça fait vraiment très bonne ambiance, très détendue, hyper joyeuse de retourner en Ligue des Champions, tu vois. C'est pas une ambiance toxique sous la pression. Est-ce que c'était pas une ambiance? Est-ce que certains fans n'étaient pas déçus? Parce que pas mal étaient déçus. Tu vois, c'est des messages que je reçois sur le compte Instagram où les gens m'expliquent que bon, c'est un tirage d'Europa League, quoi. Donc, est-ce qu'ils étaient vraiment contents de ça? Parce que l'année dernière, on a joué le PSV. Ouais, ouais, le tirage de Le- la poule. Et en plus, PSV, c'est une équipe qu'on a joué l'année dernière, tu vois, en Europa League. Donc, est-ce que toi, tu dis qu'il y a une ferveur et que les gens étaient super contents. Donc, comme quoi, tu vois, entre les réseaux et sur place, parfois, c'est vraiment 10 000 choses différentes. Mais sur les réseaux, beaucoup de fans étaient déçus du fait que de se dire, ouais, mais c'est un tirage Europa League, quoi. Et c'est pas un match de Ligue des Ça se Champions.
Ici, ça se ressent pas du tout, hein. C'est vrai que Séville, ils sont plus habitués à faire la Ligue des Champions, à la Ligue Europa. Lens, ils sont nouveaux. PSV Eindhoven, c'est plus Ligue Europa. Mais enfin, tout le monde sait très bien que là, c'est la Ligue des Champions. Ça reste un groupe derrière, ça va être les huitièmes si Arsenal s'en sort. Mais t'as juste à regarder autour de là, quand tu revois le logo de la Ligue des Champions qui est affiché partout autour, ça fait 6 ans que t'as pas vu ça à la télé. Donc tu te dis, bah, là, on est à l'Emirates. Quand on entend les lignes de la Ligue des Champions, tu vois le drapeau avec les étoiles dans le rond central. Les gens, ils se rendent bien compte de là où on est, tu vois. Je pense que de voir ça, c'est ceux qui étaient peut-être déçus du tirage, ça a balayé leur goût parce que tu vois tout ça, tu te dis, bah ouais, je suis revenu à l'Emirates et à la LDC. Quand tu vois les Non, drapeaux, mais les musiques, autre question, tu as mis en avant, j'ai vu sur tes stories Instagram, Saka. Je pense que c'est soit pour la préparation de reportage ou pour en parler peut-être ce week-end de son premier match pour Arsenal. Là. Qu'est-ce que toi, globalement, tu as pensé de lui? bah, excellente prestation. On m'avait dit, tu vas filmer Saka, direct à la mi-temps, je me suis dit, bon, bah, ça a été un bon choix. Saka, quand tu le filmes, c'est intéressant parce qu'il va pas avoir autant d'occasions. Il va se projeter, tu vois, dans le match. Peut-être 5 points en première mi-temps. Il fait un but, il donne une passe D sur ses deux premières situations. Donc, bah, l'efficacité totale. Euh, il est clinique. Il est à le filmer tout le temps. Je voyais qu'il apprenait énormément défendre, presque aussi bas que Ben White. Énormément piqué, en fait. Tu vois, c'est pas tu vois encore que c'est pas un attaquant. Et pour se mettre au niveau de la Ligue des Champions, c'est pas un attaquant qui va attendre que les actions viennent à lui. Il est toujours accompagné le ballon. Quand le ballon part vers la gauche, il revient un peu dans l'axe. En attendant que ça revienne vers lui. Quand ça part vers la droite, c'est toujours lui qui propose quelque chose. Il est aussi à l'aise qu'en première ligue, tu vois. Quand il va combiner avec Havertz, quand il va combiner avec Odegaard, quand il va chercher Gabriel Jesus, il n'avait pas toujours le ballon, mais il était toujours à servir à quelque chose en fait. Tu vois, c'est super intéressant que tu en parles comme ça parce que moi, je suis très critique sur Saka depuis le début de saison. Je le trouve Ouais. mauvais. Je trouve que par rapport. Alors, je précise mon propos. Je le trouve mauvais par rapport à son statut. Par rapport à son statut et son salaire. C'est-à-dire que j'estime que quand tu as quasiment le salaire de Kevin De Bruyne ou Haaland, j'attends le même rendement de ta part. Sauf que je trouve que. Et exemple, aujourd'hui, tu vois, j'ai trouvé Noah Lang alors, très mauvais dans la finition, mais beaucoup plus provocateur. Tu vois, j'ai trouvé beaucoup plus dangereux si on veut, mais bon, ça après, c'est un manque de peut-être talent autour de lui. Mais j'ai pas trouvé Saka foufou. Et tu sais, c'est chaud parce que j'en parlais avec Corentin qui est dans Arsenal French Club. Et tu sais, j'ai noté plusieurs fois des minutes où Saka, chaque fois il y va, mais il perd hyper régulièrement le ballon. Donc, je t'avoue que je suis un peu déçu, exemple par rapport à son compère Trossard que j'ai trouvé hyper dominateur aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi dans le sens où Saka, peut-être, c'est pas toujours lui qui va aller provoquer un truc. Peut-être que des fois, il attend que le ballon arrive à lui aussi, tu vois. Parce que d'un côté, t'as trop ça. T'as aussi Havertz et Odegaard dans le cœur du jeu. Peut-être que parfois, ils vont chercher Jesus un peu plus directement. Donc, perso, je trouve ça normal que ça passe pas toujours par Saka et même malgré son importance, son salaire, son statut de starboy du club et tout, et de la première ligue. Et je pense que c'est normal dans le plan de jeu d'Arteta que ce soit pas toujours lui que tout ne passe pas toujours par lui, tu vois. Peut-être que ça, en plus, ouais, dès la 7e minute, finalement, c'est ta première vraie situation. Il marque. Après, il donne une passe D. Il sort vers la 70e. Tranquille, il a fait son match. Je sais pas si vous êtes tous à espérer beaucoup de Saka à chaque match, tu vois, qui crée des différences individuelles, mais je pense pas que ce soit vraiment pour ça que Arteta l'utilise. Il est là pour être au bon moment, en fait, je trouve. Ouais, mais eh ben, moi j'estime que quand tu es payé ce salaire, oui, tu dois faire des différences. Et au-delà de ça, moi, je pense que Saka est cramé. Moi, je pense que mentalement, il est cramé, le gamin. Parce que c'est quelqu'un qui est utilisé depuis 3 ans, qui est essoré comme jamais. Entre l'Euro, la Coupe du Monde et Arsenal, où il joue tous les matchs. Tu vois, même l'année dernière, quand on jouait contre Molde, Marquinhos et Nketiah, ils peuvent marquer 2 buts. Ils peuvent gagner 2-0. Arteta va toujours faire Saka rentrer, tu vois, même 30 minutes, etc. Moi, je pense qu'il est un peu cramé et qu'il manque de ce côté instinctif. Exemple, le début de saison de Odegaard, et on parlera de ça pour le débrief, encore aujourd'hui, ça, pour moi, voilà, ce gars-là, il me dit qu'il veut le salaire. Enfin, il est hyper dominant, tu vois. Odegaard, aujourd'hui, j'ai trouvé hyper dominant. Mm. Ouais, ouais, parce que c'est le seul qui reste, c'est le seul des titulaires dans les leaders qui reste à la fin, puisque à la fin on attaque avec lui à Saka sort et du coup il reste plus que Havertz qui vient d'arriver.
Fabio Vieira et Nelson qui sont plutôt remplaçants et c'est lui qui reprend le ballon direct et qui marque sur les ballons qu'il adore en retrait à l'entrée de la surface, un crochet, il élimine, tac. Mais c'est marrant parce que tu m'avais dit que t'étais assez piquant dans les débriefs et je vois que oui là parce que je trouve que t'es pas sympa avec Saka franchement. Parce que je te dis, Oh. je suis d'accord avec toi, tu vois, quand je suis en face de son couloir à le filmer, il y a des fois pendant longtemps il va être loin devant moi, tu vois, ça veut dire loin derrière avec Ben White. Il va pas faire d'action pendant un moment. Mais quand le ballon va revenir, pour moi il est toujours placé où il faut quand il va falloir le recevoir, le redonner à qui il faut au bon endroit, voir terminer l'action comme à la 7e minute. Non, mais attends, pour finir rapidement sur le Kasaka, son implication que tu parles défensive dans ses placements, etc., je te rejoins 1 milliard de %. Sur ça, on est d'accord. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle où toutes les minutes, je note, où chaque fois qu'il part, ben, il perd le ballon. Mais après, comme je dis, je ne lui en veux pas totalement parce que j'estime que il est surutilisé. Il est trop utilisé et des fois, il doit genre, sortir pour pouvoir genre, se reposer. Aujourd'hui, à la 45e, à 3-0, pour moi, il doit déjà sortir. Ce week-end, il y a un match hyper important pour Arsenal. Tu le sais. Si toi-même, tu es allé à Tottenham cet après-midi, c'est qu'il y a un match important pour Arsenal. Arteta, selon son discours, il souhaite jouer le titre, la Première Ligue. Sauf que jouer la Première Ligue, on sait que ce qui nous a pénalisé l'année dernière, c'est le fait que les joueurs soient hyper émoussés en fin de saison et que quand tu regardes le banc d'Arsenal, il n'est pas non plus oufissime. Tu vois, exemple, aujourd'hui, quand il y a un défenseur qui sort, il n'y a qu'un défenseur qui peut le remplacer. Il y a que. Enfin, ah non, il y a Kivior aussi. Mais en gros, il n'y a que Kivior et Tomiyasu. Donc, on a moins de défenseurs que l'année dernière, alors que c'était déjà un problème. Rapidement, Richard et Michel, parce que vous êtes aussi là, qu'est-ce que vous avez globalement pensé du match? Même si je ne pense pas qu'on va décortiquer genre première ou deuxième mi-temps, ça ne sert à rien étant donné que je pense qu'Arsenal a dominé complètement. Ouais, bah pour moi, c'est le meilleur match d'Arsenal depuis le début de saison, clairement. En tout cas, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. Parce que ça allait d'un but à l'autre. Il y avait une réelle envie de tuer l'adversaire, contrairement à certains matchs qu'on a vus en début de saison où ça faisait tourner la balle et ça jouait à la baballe plus qu'autre chose. Là, il y avait une vraie volonté d'aller vers l'avant et ça combinait bien. Il y avait une vraie pressing, pardon, il y avait un vrai pressing de tous les instants. Après, en deuxième mi-temps, évidemment, on était plus en gestion. Mais en tout cas, je vais dire la première heure, ouais, les 60 premières minutes, je les ai trouvées de très très haut niveau, tant sur le plan tactique que technique, pour ma part. Et toi, Richard? Bah, je pense qu'on était une marche au-dessus du PSV tactiquement et même niveau effectif. On a été bon, on a géré notre match. Mais après, je pense que l'engouement de la Ligue des Champions, ça fait beaucoup aussi. Je pense que de nombreux joueurs attendaient ce match et du coup, on était vraiment prêts. Donc, ça fait plaisir de voir qu'on est capable de gérer la pression, je pense. Et voilà, après, moi, le point positif, c'est qu'on a 4 buts, quatre buteurs différents. On a vu de belles choses, notamment la passe de Trossard pour Jesus, j'ai beaucoup aimé. Magnifique. Notre défense aussi a été solide. L'appel déjà est exceptionnel. Je ne sais pas, Mhm, Mathieu, comment mhm. toi tu as vu ça sur place, mais l'appel de Trossard pour la passe qu'il fait à Jésus, il est exceptionnel. Ah, ça, du coup, celle-là, du coup, je l'ai pas vue parce que j'étais soit sur Ah, Saka, soit sur Havertz. ok, ok. Ah, faudra qu'on en parle d'ailleurs. Non, non, mais ouais, vas-y Richard, mais effectivement, deuxième but Ah, bien incroyable. sûr, on peut en parler. Bah après voilà, on a eu un haut de garde comme j'aime, donc voilà un vrai joueur qui tente des choses, qui fait de belles passes, qui était là dans le jeu. C'est plaisant de le voir toujours comme ça. Et voilà, un match maîtrisé. Il n'y a pas grand-chose à dire vu qu'on a dominé le match, mais j'attends encore plus contre Lens et contre Séville. Moi, Euh, j'ai deux choses que j'aimerais dire, Axel, vas-y, si je peux me vas-y. permettre. Vas-y, vas-y. La défense extraordinaire. Vraiment, les quatre joueurs derrière, c'est du top niveau. Je pense qu'il y a des joueurs qu'on sous-estime, notamment Gabriel, qui est un défenseur dans dans le défi physique qui est impressionnant. Et tu vois, Zinchenko, contrairement à Everton où il était très axial, je trouvais que là, pour le coup, il partait du côté pour revenir vers l'intérieur. Et donc, du coup, ça marchait beaucoup mieux avec Trossard. Et quel plaisir de retrouver Gabriel Jesus. Franchement, il est trop fort, ce mec. Il est trop fort. Élégance. Techniquement, c'est du top niveau. Toutes ses prises de balles enfin, c'était trop fort, quoi. Franchement, Gabriel Jesus, c'est un vrai plaisir de le revoir. J'espère qu'il sera pas embêté par les blessures parce que quand il est là, franchement, ça se voit.
Mathieu, avant de parler d'Havertz, parce que tu as fait un focus sur Havertz, moi aussi, j'ai noté pas mal d'actions où, enfin bref, mais avant de parler d'Havertz, j'aimerais qu'on parle, toi qui es sur place, euh, je ne sais pas si tu as des infos de bout de couloir, comment Rice s'est senti pour ce match, sachant que c'est le plus gros transfert du club, c'est pour ce genre de match que Arsenal l'a acheté, c'est pour step up, donc au-delà de la Première Ligue, ça reste aussi la Ligue des Champions. Euh, comment lui, tu l'as trouvé sur le match? Et est-ce que tu entends des Alors, bruits de couloir sur est-ce qu'il a de la pression ou les fans, qu'est-ce qu'ils attendent de lui? Je sais pas. les bruits de couloir de la soirée même, je peux pas trop dire parce que ça se passe dans les interviews en ce moment là, en dessous de là où je suis. Mais l'accueil de Rice ici, tu sens que il est énormément positif. Je sais pas si vous avez entendu à la télé sa standing ovation quand il sort, Ouais. mais quand Mm. on annonce la sortie de Rice, il est acclamé par tout le stade, tout le stade, tout le stade, tout le stade. Je pense qu'aujourd'hui, t'as pas un supporter de Arsenal qui a quelque chose à dire sur son transfert. Je pense que déjà, il a rassuré beaucoup de monde parce que la première question, c'était est-ce que ça va être un joueur surcoté qui, une fois arrivé à Arsenal, va pas du tout donner le rendement qu'il faut. Je pense que les gens, ils sont rassurés déjà sur ce point de vue. Et en plus, il montre depuis quelques matchs déjà que il peut vraiment devenir le joueur qu'on espérait qu'il devienne. Je pense que le match clé, je pense que c'est celui contre United où en plus il marque, il donne Mm. le but de la victoire à la fin. Ça, c'est un symbole en plus. Mais quand tu vois le poste qu'il tient, encore une fois, c'est comme s'il remplaçait Xhaka est parti. On en avait beaucoup parlé par message sur Insta. Après, il est en train de remplacer à peu près les deux à la fois, parce qu'il y a Havertz qui est censé être avec lui dans ce domaine, mais ça, on va en parler. Mais Rice, en 6 matchs dans la saison, là, il est en train de faire plus que prouver ce qu'on attendait de lui. Je suis totalement d'accord. On en parlait pour Everton. Moi, je dis que sa qualité de passe, et notamment sur la deux, trois fois, après, c'est pas grave, c'est pas des grandes erreurs, mais elle est largement moins bonne que celle de Partey. Après, Partey, je trouve que c'est vraiment le top classe mondiale sur les ressorties de balles, mais sa qualité défensive, elle est largement supérieure à celle de Partey. Ouais. Et moi, je suis d'accord avec toi que son début de saison, il est oufissime. Il s'est hyper bien greffé à cette équipe, aussi bien que Trossard. Mais parlons de moi, je l'appelle Voldemort ici. C'est la personne dont on ne dit pas le nom. Parlons de Kai Havertz, le joueur, le troisième et salaire du club d'Arsenal. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as pensé de son match? Bah, c'est simple, j'ai filmé pendant 20 minutes. Quand il est passé avant-centre. Et bah, il me rend un peu triste, Havertz, parce que quand tu le regardes, tu vois, il tente une course. Après, tu vois qu'il s'arrête un peu comme ça. Tu vois, je le filmais avec ma caméra, sur ce qu'on appelle une camiso sur sa tête. Du coup, tu le vois comme ça. Après, tu sais, il est souvent en train de soupirer. Il est souvent déçu d'avoir raté une occasion. Enfin, souvent déçu de pas avoir pesé dans l'action, en fait. Parce que quand tu regardes toutes les actions, on a parlé de Gabriel Jesus. Il est décisif. Saka, il est décisif. Trossard, aujourd'hui, il est décisif. Odegaard, il est décisif. Mais Havertz, bon, Jean-Luc Haribard sur Canal, il l'appelait le fantôme contre Manchester United. C'est triste parce que j'adore Havertz depuis qu'il est à Chelsea, mais c'est un peu le fantôme. Tu vois, il tente beaucoup. En fait, il bouge beaucoup dans la surface. Il essaie toujours de proposer un truc, mais ça va jamais se finir par lui. Tu sens qu'en fait, quand il est à ce poste d'avant-centre, il est en train de chercher quelque chose qui lui correspond pas parce que pour moi, c'est un numéro 10 dans l'âme. Et malheureusement, depuis qu'il est arrivé à Chelsea en Angleterre, il a jamais joué à ce poste. Il a dû dépanner en neuf sous Tourelle. Ça a bien marché pendant un an. Après, ça a plus marché. Il est en train de se perdre, ce genre, tu vois. Je pense que il est venu dans une équipe d'Arsenal où Odegaard est à son poste, mais est indéboulonnable. Et du coup, il se retrouve à devoir remplacer chaque au milieu, mais il a pas le profil, il a pas l'intensité, il a pas le volume de jeu, il a pas la puissance. Et il se retrouve à jouer, faux avant-centre. Et c'est pas son truc, tu vois. Il est juste à essayer de réaliser des coups. Il peut pas faire parce que c'est pas son truc, c'est pas un buteur. Et du coup, ouais, pendant 20 minutes, je le voyais, chercher, mais il n'y arrive pas. Bon, au moins, ce qu'il y a de positif, c'est que tu expliques qu'il avait l'air déçu de rater ces choses. Mais tu sais, moi, ce qui m'agace, c'est pas le fait qu'il. Moi, avec ce qui m'agace avec lui, c'est pas le fait qu'il rate. C'est pas le fait qu'il soit pas encore adapté. C'est son attitude. Tu vois, c'est l'attitude. Exactement. Je prends un exemple. J'ai noté ça. À la 10e minute, Odegaard lance Havertz. D'accord? Il lui fait une passe en l'air. Havertz, contrairement à ce que Trossard a fait, il fait semblant de partir, mais tu sais, il y va, mais il y va pas vraiment. Donc, comme il y va pas Ouais. vraiment, il arrive en retard face au gardien, donc Ouais. il n'arrive pas à créer l'occasion. Sur le but de Jesus, regardez ça bien. Regardez le replay ce soir. Regardez le déplacement d'Avertz. Le déplacement d'Avertz, je le trouve
catastrophique. Tu vois, Hum, c'est-à-dire hum. que il veut proposer une solution pour Trossard, mais il est là, il est dans l'entre-deux. Moi, je vais te dire un truc. Et moi, je pense que Corentin a eu raison dès le départ, Mathieu. Le truc, c'est que Arteta a voulu forcer l'intégration d'Havertz. Je pense que Havertz Ouais, je pense. aurait dû être intégré, ou doit être intégré en tout cas, petit à petit. Il a signé un contrat de 5 ans, il lui reste du temps. Il ne faut jamais enterrer un joueur dès le départ. On a vu des gars comme Chaka qui n'était pas là, qui n'était pas bon tout de suite. Enfin, oui, qui n'était pas bon en termes de numéro 6 tout de suite. Ils ont su le replacer. Il a su progresser. Nketiah, moi, je ne m'attendais pas à cette progression. Pourtant, quand il marquait contre Sunderland, bon, c'était bien, mais bon, ce n'était pas suffisant. On l'a vu la saison dernière qu'il était bon, cette saison aussi. Donc, moi, je suis d'accord. Mais moi, je trouve que Arteta ne lui rend pas service, tu vois. Il ne lui rend pas service. Et tu vois, Mm. mais encore dans ce match-là, tu vois, je le regarde, même en dominant, il est constamment dans cet entre-deux. Il est dans un entre-deux, j'y vais, mais j'y vais pas. Tu sens que c'est le gars qui manque de confiance. Et je sais pas, enfin, je suis assez déçu de ça, quoi. Et c'est là, en Complètement, ça ouais. que, quand tu passes de Chaka à ça, Mm. c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, Mais moi, de toute façon, toi pour qui moi, l'as c'est filmé, je impossible ne de sais pas remplacer qu'est-ce que Granit tu as. Xhaka. Bah, c'est ça, quand tu parles de l'impression de perte de confiance, je pense que lui, ça fait déjà 2 ans au moins qu'il est en perte de confiance progressive à Chelsea. Son transfert à Arsenal, ça peut le relancer. Mais ça a doublement raison, je pense, parce que quand tu dis que, enfin, déjà, dans son attitude, oui, tu vois, je pense pas qu'il a une mauvaise attitude, mais c'est juste que il est pas en confiance. Il cherche les coups et à chaque fois, il les trouve pas. Et tu vois, à la fin, il finit les mains sur les genoux à chaque fois. Quand il y a le coup de sifflet final, tu vois, il est resté accroupi, il s'est accroupi un peu, il est resté un peu comme ça, comme après une défaite, tu vois. Et tu sens il est pas désespéré. Je trouve que dans son attitude, il lâche pas. Mais tu parlais du mental de Saka qui est cramé. Je pense que c'est lui qui est plus proche d'être cramé, tu vois. Et ça, c'est triste, mais c'est dû au fait que oui, Arteta, il a essayé de le mettre d'abord au milieu de terrain. Maintenant, il est blessure de partie, donc oui, il le laisse au milieu de terrain. Mais pour remplacer Xhaka, c'est pas possible. Rice peut être aussi fort qu'il veut. Tu peux pas remplacer Havertz Rice. Tu peux pas utiliser Havertz et Rice pour remplacer Partey et Xhaka. C'est pas la même intensité défensive, c'est pas le même volume de jeu pour défendre. Et maintenant, bah, il le remet en numéro 9 dès que Jesus ne joue pas. Et c'est pas son poste non plus. Mais le truc, c'est que quand Tourelle l'a pris à Chelsea, il a tenté un coup de poker en Ligue des Champions, enfin, à partir de la fin de la saison 2021, en le mettant en faux neuf, parce que Tourelle n'aimait pas le profil d'Abraham. Werner à gauche, Mount à côté de lui. Ça a super bien marché, finale de Ligue des Champions. Werner fait un appel à gauche, Havertz pas, il marque le but avec de la réussite parce qu'il tire sur Ederson, ça lui revient dessus, il marque. Et après, il a gardé Havertz en faux neuf à Chelsea parce que Lukaku, ça n'a pas marché. Donc, il s'est retrouvé à faire 2 ans et demi en faux neuf à Chelsea. Ça n'a pas vraiment marché, c'est pas été un serial buteur. Il a jamais vraiment évolué au poste à Chelsea pendant longtemps. Donc, il arrive à Arsenal en espérant, je pense, avoir un rôle qui lui convient mieux sur Arteta parce que je pense que c'est le profil de joueur qui convient plus à Arteta quand il a son top à son poste. Mais malheureusement, il arrive en crise de confiance et là, il est toujours pas à son poste. Donc j'ai peur que ça Ouais, continue, tu vois, parce que si tu le gardes au milieu, t'as vraiment intérêt à faire un match qui est énorme, et si tu le gardes en attaque, je pense que ça va pas marcher. non, mais moi, je pense que Havertz aurait dû être intégré, mais sans Odegaard. C'est-à-dire que quand Odegaard sort, tu le fais rentrer pour faire C'est ça? son jeu de numéro 10 et prendre un peu plus le jeu à son compte. Parce que Odegaard, Mm. il polarise énormément les ballons de cette équipe. Richard, on en parle un peu. Donne-moi ton impression, mais et Mathieu en parle là pour Havertz. Moi, j'ai trouvé une crise de confiance aussi chez notre chouchou, Smith Rowe, l'enfant du peuple, l'enfant d'Arsenal. Il est enfin rentré en ce début de saison, il a cherché, il a tiré. Tu sentais qu'il n'était pas en confiance. Toi, t'en as pensé quoi, toi? Ouais, manque de confiance totale chez mon chouchou Smith Rowe, notamment sur son body language. Il a beaucoup marché, il a beaucoup. Je l'ai vu beaucoup hésitant quand il n'avait pas la balle. Alors il a fait quelques appels, mais sans plus. J'ai vu qu'il voulait énormément tirer. Il voulait, il voulait beaucoup avec Nelson. Il a beaucoup joué avec Nelson sur ses ballons. Donc voilà, après, la frustration chez lui, je le comprends parce que pour moi, tu es un très bon joueur qui n'est pas utilisé. Donc c'est logique, je pense, d'être frustré. Donc j'espère qu'il va être un peu plus sur le terrain parce que
le peu de temps qu'il a joué, il nous a quand même montré de belles choses, même s'il a forcé beaucoup de frappes. Donc j'ai hâte. Et toi, Michad, qu'est-ce que tu as pensé de Smith Rowe, enfin son premier match? Moi, j'ai trouvé plutôt OK, hein. Après, je pense que c'est juste que bah, physiquement, il n'est pas au niveau vu qu'il joue pas depuis le début de la saison. Je pense que c'est surtout ça le problème. Et sur le quatrième but, il est décisif. Et moi, pour moi, il a montré plus en 10 minutes, un quart d'heure que, qu'Havertz à sa place. Je sais pas parler d'Havertz. Moi, je vous trouve très gentil avec lui, hein, personnellement. Mathieu notamment, je comprends qu'il soit perdu, je comprends qu'il soit. Bah, j'ai un peu, un peu du mal à le comprendre. Ouais, c'est l'attitude en fait qui est problématique. Que tu fasses pas des bons matchs, c'est un fait et c'est possible. C'est pas ça qu'on lui reproche. Mais c'est exactement ce que Axel a dit. En fait, c'est l'entre-deux. C'est ça qui est insupportable. C'est quand tu fais semblant de faire des appels, quand tu fais semblant de faire des passes qui sont même simples, t'arrives même pas à appuyer tes passes. En fait, c'est tout ça qui fait que le joueur il est exaspérant. Et moi, j'ai pas envie d'excuser ça en fait. J'ai pas envie d'excuser un mec qui fait pas les efforts pour servir le collectif. Et sur ce match, encore pire que les autres, je trouve que c'était criant la façon dont il avait de faire semblant de faire des appels. C'est-à-dire, il les faisait sur trois quatre pas, et puis après, il trottinait, il s'arrêtait. Du coup, il était en retard sur toutes les actions. Et il faut se dire que là, depuis qu'en fait, à là, on joue avec un joueur de champ en moins, quoi. Et ça, c'est pas compréhensif. Pour moi, c'est pas compréhensif. Et c'est pas juste un problème de poste parce que tu as raison. C'est vrai que ça fait plusieurs saisons qu'il ne joue pas numéro 10 alors qu'il devrait jouer numéro 10. Mais Arteta, quand il l'a pris, rapidement, il a dit qu'il voulait faire jouer numéro 8. Et lui, rapidement, a dit que le poste de numéro 8, c'était le poste idéal pour lui. Donc, il y a eu un espèce de consensus où les deux étaient OK pour jouer à ce poste-là. Moi, je trouve que son attitude, je la trouve dégueulasse, quoi. En fait, j'ai pas de Après, mots. Je trouve après, vraiment son après, après, attitude dégueulasse. je pense que la manière dont Arteta parlait de 8 c'était un 8 meneur avancé, un peu comme De Bruyne, un 8-10 un peu hybride. Et je pense que c'est ce qu'il attendait de Havertz. En gros, jouer avec deux 10 Odegaard et Havertz d'un côté, et que, en gros, tu es comment ça, le trio de tête là, qui après, ils font un peu leur tambouille. Mais c'est vraiment un truc où tu joues avec un 6 et l'équipe attaque avec 6 joueurs, quoi. Je pense Ouais, que c'est plutôt ça. Une question pour toi, Mathieu. L'ambiance du stade, quand Smith Rowe il est rentré, j'ai posé la question à Richard, mais toi qui étais sur place encore, comment était l'ambiance quand Smith Rowe il est rentré? Parce que nous, on a kiffé, mais ouais. comment étaient les supporters? Je te rappelle, c'est toujours le chouchou du club. Tout le monde, je pense que tout le monde pense ici qu'il n'a pas atteint son plein potentiel et que ça va venir. Tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde croit en lui. Tu vois, t'as toujours. C'est pas le joueur qui a le plus de. C'est pas le joueur dont les fans ont le plus le maillot. Mais quand il rentre, tu vois, t'as les applaudissements quand même. Ça applaudit, ça crie, tu vois. Donc les gens ils gardent beaucoup d'espoir pour lui, au final. J'ai l'impression. T'as des infos sur Smith Rowe, sur le pourquoi il joue pas souvent, sur Ouais, ça fait déjà un moment que j'en avais entendu parler par quelqu'un qui a des bonnes infos au club. C'est que, en gros, là, sur la première année d'Arteta, t'en as un. Par exemple, t'avais Ben White qui était devenu exemplaire cette année-là, tu vois, niveau travail, niveau entraînement et tout. Et que Smith Rowe, la première année où Arteta était là, il s'était un peu perdu dans la nuit londonienne, tu vois, un peu dans les soirées, un petit peu dans les mauvaises habitudes. Et je pense que sur cette année-là où Arteta, c'est pas sa première saison, c'est sa troisième, enfin sa deuxième et demie, saison 2021-22. C'est là où t'as Saka qui explose, où t'as Odegaard qui explose, qui devient capitaine, etc. Et je pense que Smith Rowe, il a pas pris le train en même temps qu'eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, il a du retard à combler. Et quand tu vois le niveau qu'ont pris certains joueurs, ça, forcément, c'est difficile. Oui, et pourtant, Arteta lui a quand même fait confiance parce qu'Arteta lui a dit le numéro 10 après Ozil. Lui a aussi, c'est la première personne qui a re-signé son contrat. Mais je pense que les blessures, parce que la blessure qu'il a traînée, et c'était compliqué pour lui. Et je pense qu'il a raté le train sur ça. Je suis totalement d'accord avec toi. On attaque cette deuxième partie. Alors, que vous le sachiez, Mathieu, voilà, Mathieu nous a quittés. Franchement, super cool de sa part. Donc, comme vous l'avez compris, il était sur le bord terrain pour Canal+. Donc, c'était en mode interview dans le stade. Je pense que pas mal aurait aimé être à sa place à ce moment. Mais franchement, c'est clair. top pour lui. Et voilà. Et merci à lui de nous avoir accordé ce temps tout de suite après le travail.
Enfin, même pendant le travail, quoi, tu vois, pendant le travail de faire ça. Mais il m'avait déjà dit qu'il n'avait qu'une demi-heure. Donc voilà, merci à lui. Les gars, entre nous, en famille, on va finir le débrief. Euh, Grosso modo, c'est quoi votre débrief du match? Est-ce que vous vous attendez à cette domination? Parce que Richard, t'as commencé à en parler. Euh, Tu parlais de la faiblesse de l'autre équipe. Est-ce que tu t'attendais que le PSV devienne soit comme ça, sachant que la saison dernière, on a gagné à l'aller, mais on a perdu quand même au retour, que c'était un peu compliqué, que c'est une équipe qui est invaincue depuis le début de saison, même s'ils ont un match en moins dans leur championnat, mais c'est une équipe qui joue très bien. Est-ce que tu t'attendais à cette domination? Même si je trouve qu'ils nous ont fait mal en transition, et c'est là où je rejoins Michel que la défense s'est très, très, très bien comportée contre leurs ailiers qui sont hyper remuants. Alors, je m'attendais pas à 4-0, honnêtement. Je suis quelqu'un qui est toujours optimiste. En fait, quand le match a commencé, je me suis dit, ça va jouer dans les 15 premières minutes. Dans les 15 premières minutes, comment nous, on va être dans notre stade chez nous, je me suis dit, c'est là où le match, on va voir s'il est pour nous ou pas du tout. Il y a eu le but, donc du coup, ça a très bien commencé. Et en fait, je sais pas, j'ai senti une alchimie dans l'équipe. Tu sentais qu'il y avait beaucoup d'envie. Après, vu on suit l'équipe, on sait aussi les backstage, on sait ce qui s'est passé les semaines, la préparation. Voilà, on sait tout ça, on sait que les gens, ils avaient hâte de jouer ce match. Donc je pense qu'il y avait ça aussi. On était gonflé à bloc, on était prêts. Et je pense que le PSV, voilà, même si ils sont invaincus dans leur championnat, on n'a pas on n'a pas le même championnat, on va pas se mentir. Donc je pense qu'il y avait ça aussi et voilà, et tant mieux pour nous de prendre notre premier match 4-0, de mettre 4-0 PSV, qui est une équipe invaincue. Ça nous fait gagner en confiance surtout, je pense. Et voilà, on commence de la meilleure des manières. Et après, c'est tout. Il y a juste ouais, 10 minutes où ils nous ont fait un peu douter, je trouve. 10-15 minutes, ils nous ont fait un peu douter. On avait notre 11 type. Il y avait rien de bien méchant en face, quoi. Ok. Et toi, Michad, grosso modo, quel point tu voulais aborder qu'on n'a pas forcément abordé, étant donné que, bon, c'était Ouais, un ouais. peu en mode invité spécial? Non, mais c'est normal. C'était hyper intéressant en plus. Moi, j'avais peur que les joueurs soient pris par l'enjeu. Parce que quand même, il y avait une grosse pression, ça faisait 6 ans. Donc, tu sais, tu sais jamais comment est-ce que les joueurs peuvent réagir par rapport à cela. Et puis, en fait, c'est là où tu comprends que Arteta construit cette équipe depuis des années et que, en fait, ils sont prêts, quoi. Prêts à jouer le titre, ils sont prêts à jouer la Ligue des Champions du moins à leur niveau. Et aujourd'hui, bon, à part encore une fois à Voldemort, tout le monde a été, je trouve, très bon. Même Saka, je l'ai trouvé, alors qu'il fait un début de saison qu'on se l'accorde assez décevant. Moi, j'ai trouvé plutôt bon, en tout cas hyper concerné. Euh, donc ça fait plaisir à voir, je le dis, je le répète, pour moi c'est le meilleur match depuis le début de saison. Et puis défensivement, c'est magnifique. Franchement, le match des quatre derrière, c'est extraordinaire. Les allers-retours de Ben White, je ne sais pas comment est-ce il a fait pour tenir aussi longtemps parce que c'était incessant. Saliba, c'est toujours aussi fort. Moi, j'ai été impressionné par Gabriel. Je trouve que c'est un des joueurs les plus sous-cotés de Première Ligue, mais globalement en Europe, à son poste de défenseur. Et ça depuis 2-3 ans maintenant. Mais ce soir, il a été incroyable. Et Declan Rice, très, très fort. Odegaard, pareil, pour moi, c'est son meilleur match. Trop fort, très, très fort. Et encore une fois, et je le répète, mais Gabriel Jesus, je pense qu'on peut faire un petit focus sur lui parce que quel plaisir de le voir jouer à ce niveau-là. Tout était, enfin, je sais pas, je le trouve très classe, je le trouve très élégant, je le trouve très juste. Il fait des choses que personne sait faire ou que très peu savent faire. Et vraiment, j'espère qu'il va pouvoir faire une saison complète parce que c'est un vrai atout. Et je pense enfin, pour le coup, comparativement à Nketiah, tu vois, il y a des joueurs à Arsenal où quand Martinelli sort ou est blessé, bah, tu as Trossard qui le remplace. Et donc, il peut y avoir un jeu entre les deux. Mais quand Jesus il est là, il y a pas de débat, quoi. C'est le number one et il porte toute l'équipe avec lui pour moi. Je ne suis pas d'accord. Franchement, je ne suis pas Ah d'accord. ouais? Non, Bah c'est moi bien, non il Oh, plus, faut je qu'on suis en pas, parle. Bah, il faut oh, je qu'on suis en pas pas parle. du tout d'accord. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais on en parlera. Mais moi, exemple, il y a un moment où Jésus, il a une action, il doit la mettre, il n'est pas clinique dessus. Il y a une action seulement. Sinon, après, il a fait un bon match. Mais franchement, moi, je trouve que Trossard a fait un match 10 fois plus exceptionnel que lui.
Odegaard, son match défensivement, offensivement, il était hyper juste. Moi, le mot J'ai pas porter dit que c'était l'homme du l'équipe. match, hein. J'ai pas dit que c'était l'homme du Attends, match. J'ai non, dit qu'en tant mais que numéro 9. oui, oui, mais attends, tu as expliqué qu'il a porté l'équipe. Moi, porter l'équipe, c'est un mot, tu vois. En plus, toi qui es bon à l'école, on se comprend. Comme dit une amie, la langue française est une langue juste. Ouais, Donc, t'as c'est raison, une t'as langue où raison. tu peux exprimer plein de nuances et plein de choses. Porter l'équipe, non. Trossard a porté l'équipe. Odegaard a porté l'équipe. La défense, oui, parce qu'on s'est fait beaucoup transpercer, mais la défense a toujours très bien réagi. Quand tu me dis que Gabriel a répondu physiquement, alors moi je suis d'accord avec toi, tu vois, mais après je ne vais pas te mentir, je ne vais pas dire, wow, c'est exceptionnel parce que après, peut-être que c'est devenu tellement banal pour Gabriel que, tu vois, je l'ai vu encore faire sur, j'oublie son nom, au Jun, tu sais, l'attaquant de United, qui lui a donné un Hmm. vrai défi physique et il a été debout, etc. Donc voilà, non, mais franchement, exceptionnel. Après, non, Gabriel, pour moi, non, fort attaquant. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il a porté l'équipe. Et d'ailleurs, là, le man of the match officiel, c'est Odegaard au cas où. Donc, Oui, voilà. Vas-y, Richard, réponds sur le truc de Michad et ensuite, parlons de Euh, est-ce que Odegaard mérite le man of the match? alors pour Jesus, c'est compliqué parce que genre la comparaison Ken Ketia pour moi elle ne peut pas être là parce qu'ils n'ont pas tous les deux les mêmes chemins, ils ont pas tous les deux le même, c'est pas tous les deux le même type d'attaquant parce que Jesus dos au but, je trouve qu'il est très très bon. Je trouve que c'est un joueur dos au but, il est excellent. Après, il est il lui manque des fois la petite patte chirurgicale pour bien finir les actions, mais il est très très bon. Après, non, il n'a pas porté l'équipe parce que pour moi, l'homme du match a porté l'équipe. Mais tu vois, par exemple, sur la relance de Saliba qui amène le but de Trossard, Saliba il fait une grande transversale vers l'avant. Jesus, ses contrôles, ce soir, ils ont été impeccables. Et là-dessus, il est très très fort aussi sur ses contrôles, sur sa première touche de balle. Et là, il a été bon. Dos au but sur ses premiers contrôles. Après, on peut parler du coup de l'homme du match qui pour moi et d'ailleurs j'ai répondu à la story Instagram qui est Martin Odegaard qui était pour moi excellent ce soir. oh, ouais, bah, absolument d'accord. Moi, j'ai dit que c'était pour moi un de ses meilleurs, si ce n'est le meilleur match d'Odegaard. Clairement, clairement, clairement. Ouais, Ah, non, mais c'est compliqué de dire le je meilleur suis match parce d'accord. que pour moi il a fait tellement de bons matchs Bon, Richard, que tu veux qu'on se bagarre? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Tu veux qu'on fasse la bagarre? Qu'est-ce qu'il y a? si tu veux on se met tout Non, nu. non, non. Non, Mais tu sais, non, non. Là, par contre, je rejoins Michad. En ce début de saison, moi, c'est son meilleur match. C'est-à-dire que oui, ah non mais j'ai, j'ai, de la j'ai- saison mais j'ai- pas Ah oui, depuis de le la temps. saison. Oui, je Ah parle de la oui, saison. oui, mais on parle de la autant pour saison. moi. Mais à Mais, culpa, c'est le meilleur match de sa saison. ok. Non, parce que franchement, que ce soit offensivement, défensivement, frère, il a été Incroyable. omnipotent. Il était Mm. omnipotent. Frère, il aura fait l'amour. Franchement, Ouais. là, il est arrivé. Non, mais là, il est arrivé en mode. Tu sais, franchement, frère, il les a sexés. Là, ce soir, Odegaard les a sexés. Tu sais, il y a des Ouais, c'est matchs où, genre, il va faire un beau geste technique, tout ça. Mais là, frère, tout était parfait. Il était juste, c'était parfait. En plus, tu efficace. sais, ce qui est marrant sur son but, c'est que c'est Havertz qui part en contre-attaque, il fait rien avec le ballon. Il fait rien avec, il fait rien avec le ballon. Donc, finalement, le ballon, il va à Smith Rowe et ensuite Nelson. Les mecs qui reculent, là, ils jouent à Babal. Et frère, regarde l'arrivée, bim! Et tu vois Ouais. encore, ça revient à ce qu'on dit depuis le début de saison. Moi, c'est ça que j'aime avec Odegaard. C'est qu'il prend ses responsabilités. C'est-à-dire que même quand, tu vois, quand Everton, j'en parlais avec Corentin me dit, ouais, mais je l'ai trouvé un peu en dessous. Je lui dis, mais il tire, il met en danger. Tu vois, complètement, exemple, comparé à Saka aujourd'hui. Saka, il marque. On va me dire, oui, mais il a marqué. Les gars, vous avez vu le but. Franchement. Oui, bien sûr. Bah, Mais c'était bon, grâce à une frappe d'Odegaard, hein. C'est Non, Odegaard qui tente, il prend ses responsabilités. Hein. voilà encore. Et c'est là où je veux arriver. Eh C'est-à-dire oui. que Saka, à part ça, il n'a jamais frappé, les gars. Moi, on me dit, oui, il est dangereux. Mais il a jamais frappé encore. Il n'a encore pas frappé. Donc, c'est Odegaard qui a tout fait. Mais franchement, le match d'Odegaard, il est exceptionnel. Et d'ailleurs, au moins, merci au PSG d'avoir joué. Parce que c'est toujours. Après, je pense que exactement. c'est des équipes comme ça aussi qui conviennent à Arsenal, ce fait de jouer. Et c'est vrai qu'on se dit que, au moins, j'espère qu'on croise les doigts, les gars, que les blessures, c'est maintenant qu'on les a. Notamment Partey et Martinelli. Parce que je pense que si on va en huitième de finale, ça serait super intéressant de les avoir.
Ouais, je pense que ça peut être super cool. Parlons rapidement des remplaçants. On a vu Fabio Vieira. Moi, Fabio Vieira, j'ai trouvé bien. Franchement, j'ai trouvé Mm. juste. J'ai trouvé qu'il a beaucoup tenté. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Ensuite, Nelson. Nelson, j'ai adoré, sauf un truc. Arrête de dribbler. Alors, si tu m'entends, Rhys, arrête de dribbler Stop pour pas dribbling. frapper. Non, mais si tu dribbles, le gars, il dribble deux, trois joueurs, il frappe pas. Et chaque fois qu'il prend son temps pour frapper, il frappe, ça cogne un joueur. Frappe plutôt. Frappe plutôt. C'est mon seul problème avec lui aujourd'hui. Mais sinon, il était très bien aujourd'hui. Franchement, il était très bien aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé des remplaçants, les gars? On n'a même pas parlé de Jorginho. Et Tomiyasu Il y a aussi qui est rentré. Ouais, Tomiyasu aussi qui était Tommy. rentré. Bon, Ouais. après, Bon, bah, après, ils ont après fait. franchement, tu vois la différence entre Zichenko et Tommy. Franchement, on va pas Bah, bien mentir. sûr. Bien Oui, sûr. bah oui. Ouais. Mais Non, après, c'était je très veux bien. dire, on a eu des remplaçants qui ont su faire le boulot. Donc, pour moi, c'est le gros point positif. Et qui ont été. Je crois que c'est la première fois qu'on a des changements aussitôt sous l'ère Arteta, si je dis pas de bêtises, hors blessure et hors carton. Donc ça, c'était intéressant. Pour une fois, on a utilisé les 5 changements aussi. Donc voilà, intéressant. Bon, comme d'hab, hein, Vieira, même si j'ai beaucoup critiqué la saison dernière, cette saison, je le trouve très intéressant. Bon, Nelson, intéressant, comme on a dit. Smith Rowe, on en a parlé. Jorginho, voilà, il n'a pas non plus été transcendant, mais il a fait ce qu'il fallait. Il est rentré un petit peu. Et bah, Tommy, plutôt. Ouais, en fait, tout est en train de se mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là la force d'Arteta, c'est qu'il arrive à concerner tout le collectif, quoi. À part un joueur, encore une fois. Mais globalement, le collectif, tout le monde est concerné. Et quand tu rentres, quand tu fais rentrer les remplaçants, alors après, c'est à 3-0. C'est pour ça que je sais pas si, par exemple, Nelson Rhys aurait eu le même comportement à 0-0 ou à 1-0. Mais ce qui est intéressant, c'est que les remplaçants jouent et jouent bien, essayent de faire la différence à leur échelle, à leur niveau. Et ça, c'est hyper agréable, quoi. C'est hyper agréable à voir quand tu es supporter d'un club, de sentir que tu as allez, 15-20 joueurs hyper concernés par la victoire de ton club, peu importe le résultat, c'est quand même hyper positif, quoi. Totalement, totalement. Par contre, je m'excuse déjà envers ceux qui écoutent le podcast. Là, il y a un très mauvais temps chez moi. Donc, je sais pas, je vois un problème avec, un peu avec le débit. Donc, Richard, Michad et Mathieu, parfois, il y a eu des petits lags. Donc, il n'y en a pas Ah, beaucoup. Donc, ça reste quand même agréable à écouter. Mais je sais qu'il y a eu des petits lags, notamment sur la fin d'intervention là de Richard. Je le sais. Donc, voilà, je m'en excuse déjà. Donc, ouais. Pour finir, parce qu'on finit ce podcast, Arsenal joue contre une équipe de merde ce week-end, dans Tot Shit. Euh, Moi, je vous dis, franchement, je pense que si Avert joue, c'est pas méchant, hein. Franchement, c'est même pas méchant vers Avert, mais je pense que si Avert joue, je pense qu'on va se faire bouffer au milieu parce que je aïe, aïe, pense aïe. que. Et comment ça s'appelle? Pape Matarsa, Pape Matarsa, Madison. Madison et Bissouma sont largement meilleurs. Voilà, donc je pense qu'on peut sans doute peut-être se faire bouffer au milieu, donc il faudra faire hyper attention. Espérons non plus que nos joueurs n'ont pas fait, notamment des gars comme Odegaard, n'ont pas fait le match de leur vie cette semaine et en mode ce week-end, c'est mort. Même si après, je pense que c'est quelqu'un qui comprend l'importance d'un derby. Comme on dit, ça se joue pas, ça se gagne. Donc, on a hâte de voir ce match et c'est aussi ce qui va sans doute nous montrer que on est là pour le titre parce qu'il faut gagner ce genre de match. Il faut rester. Enfin, il faut gagner tous les matchs. Ouais, il faut gagner le maximum de matchs qu'on puisse gagner. On sait déjà pour être champion dans cette ligue, à cause de Pep Guardiola, il faut gagner 500 points. Donc, bon, c'est comme ça. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous attendez pour. Enfin, dernier mot si vous voulez sur le match et ensuite pour ce week-end contre les Spurs, qu'est-ce que vous attendez? Ouais, ouais, bah, moi, je te rejoins, et ça va faire la transition avec le match. Il faut qu'on règle ce problème avec lui. Mais quand le seul moyen de repérer le joueur, Moi, pour voir où était Havertz sur le terrain, je regardais ses chaussures. Parce que tu sais, il avait des chaussures orange fluo. Et c'était le seul moyen pour moi de le localiser sur le terrain. Et contre une équipe comme le PSV où tu es archi-dominateur, bon, bah, ça peut passer, effectivement, vu que c'est passé. Mais contre Tottenham, ça va pas être la même chanson, quoi. Donc, si tu
Si tu réitères cette composition, je suis comme toi. J'ai très peur de ce que ça peut nous coûter au milieu de terrain. Et faisons confiance à des mecs comme Vira, comme des mecs comme Smith Rowe qui au moins auront l'envie de faire quelque chose. Et voilà, tout simplement. Donc, moi, pour le match contre le PSV, la dernière fois, enfin, le dernier mot que je peux dire, c'est bravo aux supporters du PSV qui, même avec 4-0, ont applaudi leurs joueurs pendant plusieurs minutes. Pour moi, le football, c'est ça. Même si tu prends 4-0, tu es venu jusqu'au stade, tu applaudis tes joueurs et voilà. Ça, pour moi, ça a bien fini le match. Et ensuite, pour dimanche, là, ça se complique parce qu'on va taper un gros poulet. Les poulets, parce qu'ils sont en forme, ils sont en confiance, même ils n'ont plus Harry Kane, ils sont vachement en confiance. Ils ont des joueurs qui sont assez talentueux, hein, je peux le dire. Même si j'aime pas cette équipe, ils sont assez talentueux. Je trouve qu'ils ont un bon collectif. Donc là, c'est notre premier test face à une grosse équipe anglaise cette fois-ci, qui elle aussi est invaincue. Donc il n'en restera qu'un à la fin, et j'espère que ce sera nous. Comme ça, on sera toujours invaincu et j'espère une victoire, même si pour moi, ça va être une guerre qui va être importante au milieu de terrain. Et voilà, je remets les clés à Arteta pour avoir les clés du match, tout simplement. Totalement. Hâte de voir aussi qui sera le gardien. J'espère que ça sera Et c'est ce que Ramsdale. j'allais dire. C'est ce que j'allais- Voilà, on verra de toute manière comment on va se comporter. Au-delà de ça, je pense que bon, tous les joueurs ont envie. Au moins, ce qui est bien avec Arteta, c'est que comme Richard l'a dit, les changements ont été faits tôt. Donc, tout le monde est impliqué. Moi, c'est chaque fois ce qu'on demande à Arteta. On ne lui demande pas de changer son 11, on lui demande d'impliquer les gens. Voilà. Même si les gars, ils restent en rotation toute la saison, si tu veux, fais-les jouer un peu. Donc, c'est important de faire jouer Smith Rowe, c'est important de faire jouer Nelson, etc. Au-delà de ça, l'info de Mathieu est intéressante parce que tu vois, moi, exemple, ça je ne l'avais pas sur le côté sortir. Qu'il fasse attention, Smith Rowe, parce qu'on a vu le destin aussi de Wilshere, qui était notre pépite, notre amour, l'enfant du peuple. Et à cause des nuits londoniennes, il n'est pas allé très loin. Donc, sans doute qu'il a arrêté, sans doute qu'il s'est beaucoup plus concentré. Donc, voilà, ça faut qu'il fasse grave attention à ça. Merci à vous de suivre Arsenal French Club. Merci à vous, les gars, de m'accompagner comme d'habitude. N'hésitez pas, bien sûr, à noter les matchs sur le site internet et puis aussi ben, à donner la force. Je regarde tous les commentaires, notamment ceux sur Spotify, quand vous mettez que je suis dur ou que vous êtes d'accord, etc. Donc, je lis tout, je vois tout. Je ne peux pas vous répondre là. Si vous voulez que je puisse répondre, Instagram, TikTok, c'est moi qui m'en occupe. Donc là, je pourrais vous répondre. Au-delà de ça, il y a aussi, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr sur Twitter et sur Facebook, la page YouTube aussi parce qu'on peut écouter les podcasts directement là-bas. Et dernière chose, j'aimerais le dire là, Richard, tu m'accompagnes depuis janvier, Méchad, tu es arrivé en septembre, mais ce mois-ci, alors je vous explique, les mois sont du 19 au 19, au cas où c'est pour ça, quand on dit meilleur mois, c'est comme ça que ça se passe. Bon, enfin bref, c'est pas logique, mais c'est la logique du serveur. Donc, c'est du 19 au 19. Et là, on a fait le meilleur mois. Donc, on a dépassé d'une centaine d'écoutes le mois où on avait déjà fait un meilleur mois ensemble. Richard, c'était en avril. Donc, tant mieux. Franchement, je suis super content. Félicitations à vous, les gars. Et aussi, on a reçu des commentaires, notamment sur le Coquelin. Les gens disaient que c'était hyper intéressant et que ça serait quand le prochain. Alors, moi, je vous dis Alors, le Coquelin, ben, merci Michel, c'est Michel qui a choisi Coquelin. Au-delà de ça, le prochain, ben, on va le faire. Voilà, on va le faire. On a déjà choisi c'est qui. Le truc, les gars, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Notamment là, Arsenal qui joue tous les 3 jours, c'est un peu compliqué. Nous, on a chacun nos vies, c'est aussi un peu compliqué. Richard et Michel ont beaucoup de love, je vous le dis, hein, parce que moi, j'habite en Guadeloupe. Donc, moi, il est 18h pour moi actuellement après la fin du match. Il est 18h09. Eux, il est minuit 9. Donc, eux, demain, ils doivent aller bosser. Donc, c'est pas pareil. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et eux, ils font beaucoup d'efforts pour pouvoir rester là et faire les matchs, les débriefs de matchs, les émissions, etc. Donc, merci encore à vous, les gars. Et puis, ben, dès qu'on aura bossé notre prochain joueur, on garde pour le moment notre prochain joueur, on le fera tranquillement, bien sûr. Mais bien sûr qu'on aimerait faire
plein de joueurs cette saison, ça serait bien, ça serait bien. Mais après, il faut que chaque fois, on regarde des compiles, des choses comme ça, etc. Regarder les statistiques, parce que les gars, ils s'en rappellent, avant de faire Coquelin, j'aurais dit, bossez votre Coquelin. Ils ont bossé leur Coquelin, et c'est pour ça que l'épisode était intéressant. Donc, voilà. Merci à vous encore, les gars. Merci à vous qui nous écoutez. Et puis, ben, on va continuer à essayer de faire le travail cette année. Big love.